trouver les clous de la raquette et de ne pas faire un produit de mauvaise qualité. C'est-à-dire que notre ambition, c'est pas le low cost. Oui, parce qu'une chambre seule, on peut dire c'est du confort, en fait. Non, mais c'est une chambre seule pour plein de raisons, pour que la famille vienne, parce qu'ils sont arrivés à un âge où ils sont pudiques, où ils n'ont jamais été habitués à être avec d'autres. Donc, en fait, c'est pas du tout un luxe. Et surtout, ils sont prêts à payer pour ça. Mais c'est pas que ça. Et en fait, si ça n'avait pas marché, alors, est-ce que c'est un gros risque, mais un risque personnel, parce que moi, j'ai 3 filles, il faut bien que mon mari et moi, on fasse, entre guillemets, bouillir la marmite. Donc, j'ai pris un petit risque personnel. J'ai pris un risque à recruter des talents extraordinaires sans vraiment savoir où je les amenais. Et puis, j'ai pris un risque en développant des produits et en me disant que ça n'allait pas créer un niveau de sinistre complètement ingérable pour l'entreprise. Et puis, tout d'un coup, ces personnes qui sont en réalité le backbone de l'économie, qui font que beaucoup de gens arrivent à faire ce qu'ils font dans leur vie, qui sont chauffeurs de bus, caissiers, aides-soignants, gig workers, tout ce que vous voulez. Bon, tout d'un coup, pendant le Covid, ce sont devenus les héros discrets de la résilience. Mais c'était toujours les mêmes personnes. Et ça, je trouve ça bien, je trouve ça dommage que ça arrive aussi tard, et je trouve ça formidable que ça ait fini par arriver. En réalité, ce sont des personnes qui font très attention à ce qu'ils dépensent. Et donc, nous aussi, on doit faire très attention à ce qu'on propose. Bonjour à tous et bienvenue sur Pharma Minds. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On va dépasser les barrières de la pharma pour mieux comprendre le monde de la santé des patients d'aujourd'hui. Je suis chez AXA, à La Défense, et je vous amène à la rencontre de Garance Vathès-Richard, qui est la CEO d'AXA Emerging Customers depuis 2016. Et je vous garantis que son aventure est incroyable d'engagement. On va pas se mentir, il y a très peu de relations entre la pharma et les assurances, mais pourtant, il y a des choses hyper intéressantes à aller chercher, et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire parler Garance aujourd'hui, pour 2 raisons essentielles. Garance, elle a des convictions fortes, elle fait preuve d'esprit d'initiative, d'engagement, et elle est même allée jusqu'à monter un nouveau business pour AXA. Et donc, elle va nous partager concrètement ce qu'a représenté pour elle la prise de risque, le fait de bousculer les codes et de réussir à exister dans un monde conservateur. Et Garance va aussi nous faire rentrer d'un point de vue plus technique sur le monde de la santé, sur le monde de la santé d'aujourd'hui, par le biais des revenus des gens, c'est-à-dire par l'accès à la santé. Et donc, il y a le niveau international, au niveau des pays émergents, qui est intéressant, mais on va aussi parler de la France, parce qu'on pourrait ne pas se sentir concerné, parce qu'il y a la Sécu, parce que tout le monde a accès aux soins, mais on va voir comment c'est un sujet, en fait, la montée de la pauvreté, et ça concerne de plus en plus les classes moyennes, et ça impacte l'accès à la santé dans l'Hexagone. J'ai hâte de partager avec vous cette discussion. Bonjour Garance. Bonjour Nathalie. Donc, on va commencer de manière assez formelle pour comprendre ce que c'est AXA Emerging Market, en quoi c'est une vision radicalement différente de l'assurance. AXA Emerging Customers. Emerging Customers, pardon. Non, mais je préfère le dire parce que c'est pas tous les marchés émergents, même si ça représente quand même 70 à 80% de la population active. Donc, c'est presque tous les marchés émergents. D'accord. Si on me demande souvent de résumer en une phrase les gens que je cherche à mieux protéger. Et je dis toujours, c'est ceux qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. Trop riches pour être pauvres, ça veut dire qu'en réalité, ils ne cochent pas les cases de l'aide publique. Et ça, c'est vrai à la fois dans les marchés matures et dans les marchés émergents. Dans les marchés matures, c'est renforcé par le fait que ce sont des personnes qui cherchent à tout prix à ne pas être l'objet de charité, à ne pas être receveur d'aide publique. Donc, ils cherchent à tout prix d'éviter les sorties de route. Dans les marchés émergents, c'est tout simplement des gens qui ont à la force, au jus de coude, donc comme on dit, oui, au jus de coude, qui ont réussi à sortir d'un certain statut socio-économique qui était au niveau de la pauvreté ou même en dessous, et qui sont en train de devenir la classe moyenne émergente. Ils continuent à avoir des réflexes de personnes plus pauvres. Donc, ils continuent à gérer leurs risques de manière très informelle, même si c'est très sophistiqué. Ils connaissent mieux les risques auxquels ils vont être confrontés de manière quotidienne que nous. En tout cas, que les personnes plus affluentes. Parce qu'ils y sont obligés. Donc, ils sont résilients, au final, ils vont réussir à passer au travers. Très, mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est beaucoup plus cher.
et donc moins efficace. Après, ce qu'il faut comprendre, je pense, et moi j'ai mis énormément de temps à le comprendre, c'est que l'assurance, c'est embêtant d'ailleurs que j'ai mis autant de temps à comprendre l'assurance, mais enfin mettons, au départ a été créée plutôt pour ces personnes-là, pas pour les gens plus riches. Ça a été créé pour les gens qui n'ont pas assez d'épargne pour quand ils sont confrontés à les petits désagréments quotidiens, les moyens désagréments hebdomadaires ou même un peu plus gros, une inondation, un feu d'un petit truc, une portière de voiture abîmée. En fait, ils n'ont pas assez d'épargne pour y faire face. Alors que les gens plus affluents, eux, là où ils voient un intérêt pour l'assurance, c'est les gros risques. C'est les risques qui sont beaucoup moins fréquents, mais qui ont un impact plus significatif. Mais au départ, ce n'était pas ça, l'assurance. Et donc, ce sont des gens qui ont besoin de produits. C'est quoi le début de l'assurance? C'est de quand? C'est à partir de quelle période J'ai envie de dire, c'est un des plus vieux métiers du monde, sans sourire. Maintenant, l'assurance formelle, c'est plutôt 16e, 17e siècle, où il y a eu une mutualisation des risques, surtout des explorateurs et des marins commerciaux qui prenaient la route de la soie, qui prenaient d'autres routes et qui avaient pas une grande certitude qu'ils allaient revenir. Et donc, il y avait une histoire de bâton où ils cassaient un bâton en deux. Ensuite, ils investissaient dans tel ou tel bateau, navire auquel ils croyaient, ceux qui restaient à terre. Le bateau dans lequel ils avaient investi, c'était une forme d'assurance. En fait, ils payaient la prime du bateau. Et puis, quand le bon bateau revenait, ils pouvaient mettre les deux bouts du bâton qui étaient marchés que si c'était l'autre bout du bâton. Et sinon, si les gens qui revenaient n'avaient pas l'autre bout du bâton, ils perdaient. Donc, ça, c'est pas tout à fait de l'assurance, mais c'est un début d'idée de soutenir d'autres activités. Et là, après, ça s'est transformé en mutualisation du risque. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les pays émergents, c'est un domaine, la formalisation du risque, c'est un domaine qui est très peu connu. L'assurance a une très faible pénétration dans les marchés émergents. Mais ça va arriver ou non? On espère de plus en plus. Ça commence à arriver un tout petit peu, mais ça commence à arriver avec les gens plus affluents ou les entreprises. D'accord. Beaucoup moins avec les personnes qui sont dans l'économie informelle. Et contrairement au marché mature, les personnes dans l'économie informelle, dans les marchés émergents, c'est en fait tout le monde. Les seules personnes qui ne sont pas dans l'économie informelle sont les fonctionnaires. Et les employés de très grandes entreprises. Même dans les entreprises moyennes, le contrat de travail, il est là, mais est-ce qu'il définit très clairement la protection sociale? Non. Donc, comme c'est un mouvement ascendant très positif, c'est-à-dire que la pyramide du revenu est très grosse au milieu, contrairement au marché mature où elle est très maigre. D'accord. Beaucoup de gens. Et ils savent que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur. Dans les marchés matures, il y a une dynamique descendante. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la vulnérabilité ou la précarité. Pas nécessairement encore la pauvreté, mais beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur une pente descendante, qui ne sont pas sûrs de ça. Qui ne sont pas sûrs que leurs enfants auront une meilleure vie que la leur. Moi, je ne suis pas sûre que mes filles auront une meilleure vie que la mienne. Vraiment, j'en sais rien. J'ai posé la question à ma mère il y a quelque temps. Elle m'a dit qu'elle savait. Ouais. Elle était sûre. Moi, je ne suis pas sûre. Donc... ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place pour rendre cette certitude, pour faire en sorte, et c'est ce sur quoi AXA se positionne de plus en plus, pour faire en sorte que le futur ne soit pas un risque. Parce que du coup, je parle de la France, mais peut-être plus des pays matures. Comment on appréhende ça? Parce qu'on peut se dire, de toute façon, il y a la Sécu, même si les gens... ont plus de risques. En termes de santé. Sont moins protégés en termes de santé, oui. Parce que là, on parle de tous les risques, donc vie, mort, santé, inondation, feu, etc. Les gens ont tendance à croire, en tout cas parfois, que parce qu'une personne a moins de revenus, ce ne sont pas les mêmes risques auxquels elle est confrontée. En fait, c'est les mêmes risques. On n'est pas en train de réinventer les risques. Alors, c'est des risques qui évoluent. Et même pour les plus riches, les risques évoluent pour les entreprises. Maintenant, on a le risque lié aux catastrophes naturelles, aux cyber, etc. Mais enfin, c'est le même groupe de risques. Dans les pays émergents, le risque santé, il est prégnant, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, en tout cas dans ce segment, mais même dans le segment plus riche, même les affluents, en fait, payent de leur poche, pour la plupart, leurs problèmes de santé. Et pour finir sur les marchés émergents, ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est pour ça que je reste 2 secondes sur ça, dans les marchés émergents, quel que soit votre niveau de revenu, que vous soyez un particulier ou une entreprise,
le comportement de ce qu'on appelle health seeking behavior, c'est-à-dire la façon qu'on a de gérer sa santé et l'accessibilité à la santé sont radicalement différentes. Ces deux choses-là... C'est l'attitude, en fait. Complètement, parce que les systèmes en place sont très différents, la façon d'aborder un médecin est très différente, la façon de se poser la question est très différente, quel que soit son niveau de revenu. Donc là, dans les marchés émergents, ce que fait AXA depuis longtemps, c'est de vraiment essayer de ne pas répliquer, mais de mieux comprendre ce qui existe sur le terrain. Dans les marchés matures, c'est des situations qu'on comprend mieux. En tout cas, moi, je comprends mieux. Vous comprenez mieux. Sûrement, les personnes qui écoutent comprennent mieux. Enfin, après, j'espère qu'il y a des personnes des marchés émergents qui écoutent, mais peut-être moins. Dans les marchés matures, là où on a été surpris, d'abord, tant dans les marchés émergents, c'est une population qui représente 70% de la population active. Dans les pays matures, ça représente 30%, 25 à 30%. Je pense que très peu de gens ont conscience de ça. Ça représente 18 millions de personnes en France. Je ne parle pas des 9,5 millions de gens qui sont au seuil de pauvreté ou en dessous. 18 millions de personnes qui gagnent entre 60 et 90% du revenu médian. Bon, mais d'un point de vue santé, on s'est toujours dit, il y a la Sécu, on est un pays de cocagne. C'est pas faux. Il y a la Sécu, on est un pays de cocagne et on est fiers et on est dans la reconnaissance d'être dans ce pays. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gaps. C'est pas pour autant que... Alors, évidemment, il y a le 100% santé, et ça, c'est absolument formidable. D'abord, il n'est pas appliqué partout, mais ça, c'est pas tellement moins le rôle d'un assureur. Et encore, il y a des formes de dialogue. Mais c'est plus qu'il reste quand même beaucoup de choses à couvrir auxquelles on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que, tout comme l'Allemagne, d'ailleurs, l'Allemagne, ils ont un système formidable d'un point de vue santé, parce que c'est tout simplement obligatoire d'avoir une assurance santé, qui que vous soyez. Et c'est impressionnant parce que vous êtes éligible à soit prendre le système public, soit vous pouvez décider de prendre le système privé. Mais c'est assez incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je suis sûrement pas assez cultivée, mais je n'avais pas conscience de la comprehensiveness, de la complétude, je ne sais pas très bien, c'est un mot français, mais du système allemand. Mais pareil pour la France. Mais après, on a creusé. On s'est rendu compte. Il faut avoir conscience que les micro-entrepreneurs, ce qu'on a longtemps appelé auto-entrepreneurs, ça veut dire pas d'employés, ne sont pas obligés d'avoir une complémentaire santé. Et on sait que jusqu'à récemment, c'était juste obligatoire à partir, je crois, de 5 employés. Puis récemment, c'est devenu à partir de 1 employé. Bon, et bien là, ceux qui ont 0 employé, ils représentent des millions de personnes. Ils ne sont pas obligés. Et vous savez quoi ? En général, très souvent, alors je crois que je ne les connais pas les ordres de grandeur, mais très souvent, ce sont quand même des personnes qui montent leur propre petite entreprise seules parce qu'ils ont essayé le reste. Ils ont été licenciés, ils se sont trouvés dans une période de chômage longue. Et en fait, ce qu'il leur reste, c'est de créer et de mettre en avant leur propre savoir-faire. Bon, ben, c'est des personnes qui, à la fois d'un point de vue temps, d'un point de vue ressources, d'un point de vue compréhension, en fait, ne prennent pas de complémentaire santé. D'ailleurs, ils ne prennent pas de prévoyance. Ils ne prennent pas de multirisque professionnel, ils ne prennent pas de couverture pour leur voiture professionnelle, ils ne prennent pas. Alors, ils font avec le minimum. Vous allez me dire, ils sont obligés de prendre une assurance pour la voiture, mais enfin, vous seriez étonné par le million de personnes en France qui conduisent sans assurance. Bref. Donc, en ce qui concerne la santé, en fait, il y a quand même toutes ces personnes-là. Et puis, même à partir du moment où vous êtes couvert par la sécurité sociale, il y a beaucoup de choses qui manquent. Si vous avez un problème de mobilité, ne sont pas systématiquement couverts. La construction de rampes de chaises roulantes, la chaise roulante en elle-même, c'est vraiment la base, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que souvent, dans les complémentaires santé, je pense aux jeunes retraités. Les jeunes retraités, en fait, ceux qui ont été employés, ils ont 6 mois pour se retourner et trouver une complémentaire santé. Ils ne peuvent pas continuer à utiliser celle de leur employeur. Et en fait, ce qui est très dommage, je trouve que de ne pas permettre une continuité. Enfin, si, ils peuvent continuer, mais ça leur coûte horriblement cher. Ouais, ils n'ont plus en moyenne, une complémentaire santé, en moyenne en France, alors la moyenne, c'est l'arbre qui cache la forêt. En moyenne en France, une complémentaire santé, ça coûte 1 200 € par an. C'est énorme. C'est absolument énorme. Sachant que quand on regarde le sondage de Finfrog, ils ont regardé une population statistiquement significative qui gagnait moins de 2 000 € par mois. Cette population-là, le 10 du mois, il lui reste, je crois que c'est entre 90 et 120 € sur leur compte une fois les dépenses contraintes dépensées. Donc en fait, 1 200 € par an. Sans la complémentaire. Voilà.
Alors peut-être que c'est avec la complémentaire, mais ça vous donne une idée de 100 € par mois. Ouais. C'est énorme. Et alors, le diable qui se faufile toujours dans ce fameux détail. Dans une complémentaire santé, par exemple, il y a l'optique. Mais les jeunes retraités, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils l'ont par la Sécu. Ils l'ont par le 100% santé. Pourquoi rajouter ça? Donc, quand on dit qu'on veut développer de l'assurance plus adaptée, en particulier santé, mais vraiment pas que. Prévoyance, beaucoup. Auto, beaucoup. Maison, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est mal adaptée? C'est pas que les gens ne sont pas couverts. Hein. C'est tout comme dans les pays émergents, ce sont des gens non couverts. Donc là, on crée un marché. 85% des gens qu'on cherche à couvrir dans les marchés émergents ne sont pas couverts, n'ont jamais eu d'assurance. Dans les marchés matures, ils en ont tous eu. Et on n'est pas en train de dire qu'ils sont sous-couverts. Ils peuvent l'être. Ils sont juste mal couverts. C'est-à-dire qu'à beaucoup de reprises, il y a des doublons. Cet exemple de l'optique, c'en est un. Donc, c'est vraiment qu'il faut regarder risque par risque, profil par profil, qu'est-ce qui manque. Et dans cette même lignée de qu'est-ce qu'il faut, si on enlève l'optique d'un point de vue santé dans la complémentaire santé des personnes retraitées, jeunes retraités, en fait, ce qui les intéresse, c'est qu'on le remplace avec une assurance où ils peuvent avoir une chambre seule s'ils sont hospitalisés. Ça, par exemple, c'est quelque chose à laquelle ils tiennent énormément. Il faut regarder ça. Ok, et du coup, les solutions que vous proposez, c'est en ce sens pour essayer de combler les trous dans la raquette? On essaie de trouver les trous dans la raquette et de ne pas faire un produit de mauvaise qualité. C'est-à-dire que notre ambition, c'est pas le low cost. Oui, parce qu'une chambre seule, on peut dire c'est du confort, mais en fait... non, mais c'est une chambre seule pour plein de raisons, pour que la famille vienne, parce qu'ils sont arrivés à un âge où ils sont pudiques, où ils n'ont jamais été habitués à être avec d'autres. Donc, en fait, c'est pas du tout un luxe. Et surtout, ils sont prêts à payer pour ça. Mais c'est pas que ça. C'est même l'hospitalisation tout court, dans peut-être un meilleur hôpital. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps... Enfin, c'est pas que j'en sais rien, c'est qu'on fait on fait beaucoup de sondages. On a décidé qu'on ne passait pas assez de temps. D'accord. On comprend le segment que l'industrie de l'assurance couvre depuis toujours. Vos clients habituels, Mais ce segment plus vulnérable, on le comprend un tout petit peu moins bien. Et donc, il a fallu réaliser et avoir l'humilité de réaliser qu'il fallait qu'on passe du temps avec eux. Et souvent, dans les industries, on ne passe pas assez de temps. On va trop vite. Et je pense que là, ça commence déjà à porter ses fruits, que plus on a passé de temps au début, donc plus on a été lent au début, plus on peut aller vite ensuite. Et c'est vraiment... Il y a énormément de choses qui nous ont dites auxquelles on n'avait pas pensé. D'accord. Par exemple, c'est pas lié à la santé, mais c'est lié à un mode de vie. Des personnes vulnérables travaillent beaucoup, parce que pendant très longtemps, en France, on a associé vulnérabilité à inactivité. Et au crochet, entre guillemets, des personnes au crochet de l'État, ce qui avait un peu une petite connotation quand même légèrement condescendante. En fait, la vulnérabilité touche une large population d'actifs, une large population. Et ce qui est assez amusant, entre guillemets, je dis ça avec un peu de cynisme, c'est que pendant très longtemps, c'était une population qu'on considérait comme vulnérable par leur faute et pour laquelle on avait peu de considération. Et puis tout d'un coup, ces personnes qui sont en réalité le backbone de l'économie, qui font que beaucoup de gens arrivent à faire ce qu'ils font dans leur vie, qui sont chauffeurs de bus, caissiers, aides-soignants, gig workers, tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, pendant le Covid, ce sont devenus les héros discrets de la résilience. Mais c'était toujours les mêmes personnes. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça dommage que ça arrive aussi tard. Et je trouve ça formidable que ça ait fini par arriver. En réalité, ce sont des personnes qui font très attention à ce qu'ils dépensent. Et donc, nous aussi, on doit faire très attention à ce qu'on propose. À ce qu'on propose. D'accord. Il y avait quelque chose que, en préparant, tu m'as indiqué qui est hyper intéressant, c'est le comportement, l'attitude face à la santé dans les pays émergents, qui peut conduire à des mauvais diagnostics parce qu'en fait, on ne rentre pas dans le système de soins classique ou parce qu'on prend des décisions un petit peu à côté, tout seul. Je pense que c'est peut-être des choses aussi qui arrivent en France. On a vu avec le Covid des retards en fait, de prise en charge. Parce que, du coup, on n'allait pas se faire soigner. Est-ce que c'est des choses que vous observez parfois dans les pays émergents et que vous dites, OK, ça peut arriver à un moment donné dans un pays mature
juste parce que, je sais pas si on rétrograde ou après, il y a le monde qui est différent aussi. Je veux dire, il y a Internet. On peut se dire, on rentre pas dans les sujets de santé pareil. Non, c'est sûr qu'on est mieux informé et je pense qu'on est mieux éduqué partout dans le monde. Ça, c'est vrai que votre médecin généraliste va systématiquement vous dire, regardez pas Internet, bon, on peut pas s'en empêcher. Après, il faut avoir un tout petit peu de bon sens pour juste faire la différence entre les choses qui paraissent complètement folles et qui sont pas applicables à votre cas. Et je pense que pendant le Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins, les gens n'allaient pas se faire soigner, mais je pense quand même pour des bonnes raisons. Néanmoins, dans les marchés émergents, la misdiagnosis est la première cause de mortalité. Mais je fais une pause là, parce que c'est la première cause de mortalité. Donc, alors, misdiagnosis, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend en effet aller voir la mauvaise personne qui ne se reconnaît pas comme la mauvaise personne. Parce qu'à nouveau, et vous avez raison de l'accentuer, et je l'ai dit au début, il y a une attitude différente. Le health-seeking behavior, je n'ai pas une très bonne traduction en français, la recherche de gestion de la santé, la gestion de la santé, dans les pays émergents est très différente. Elle n'est pas moins bien, elle est différente. Et donc, les gens ne vont pas aller voir les mêmes personnes que nous, que les pays occidentaux. Et ça peut très souvent arriver d'ailleurs que ce soit une bonne chose. Enfin, moi, personnellement, je crois beaucoup à la médecine douce, au magnétiseur, à l'ostéopathie, à l'homéopathie, à la sophrologie, etc. Ça, bon, chacun après sa religion. Mais donc, eux, ils ont beaucoup de médecine douce, et ça, c'est formidable. Mais souvent, ils ne vont voir des personnes que pour des raisons financières. Parce qu'ils savent que cette personne-là sera moins chère. Ou c'est une amie d'amis, un ami d'amis, un chaman, etc. Et là, ça mène très, très souvent à un problème de diagnostic. Ou alors, ils y vont trop tard. Très, très souvent, de ce fait, un problème de diagnostic aussi, en réalité. Ou au mauvais moment et la mauvaise personne. Ou, en fait, ils y vont pas. Et ça, c'est un problème de diagnostic aussi. Mais le nombre de gens qui se retrouvent dans des situations impossibles parce qu'ils ont été voir la mauvaise personne est supérieur au nombre de personnes qui se trouvent dans une situation impossible parce qu'ils n'y sont pas allés. Et ça, on ne l'a pas forcément en tête. Est-ce qu'on voit ça dans les marchés matures ? Je n'ai pas de chiffres. Ouais. Et je crois que l'OMS a sorti un rapport, on m'en a parlé à plusieurs reprises, je ne l'ai toujours pas eu dans les mains, il faut que je cherche mieux, aurait sorti un rapport qui essaie de quantifier cet impact de misdiagnosis. Et ça, c'est pas bon pour les personnes, évidemment. C'est pas bon pour les pharmas. C'est pas bon pour les réseaux de soins, que ce soit primary care, que ce soit les cliniques, que ce soit les pharmacies, les hôpitaux. Ça, c'est pas bon, et c'est pas bon pour les assureurs. En fait, c'est bon pour personne. Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de pousser, nous, c'est des... Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et quand je dis que le health-seeking behavior est différent, et ça commence à devenir le cas à nouveau dans les marchés matures, mais je n'ai pas de chiffres, ça veut dire que tous ces acteurs que je viens de citer doivent plus travailler ensemble. Et d'ailleurs, AXA a créé une entité avec Microsoft qui s'appelle Healthemea, dont l'objectif est exactement ça, de mettre en rapport, en partenariat, en dialogue, plein d'acteurs de la chaîne pour que ça soit au bon moment, au bon prix, au bon endroit. D'accord. Et ça, c'est le digital triage, c'est le wellness journey. On a l'impression que ça concerne que des gens ultra bobos qui habitent que le Marais et Berlin. Enfin, je caricature, mais en fait, ça concerne absolument tout le monde. Et ensuite, on rentre dans le sujet, mais c'est peut-être une question que vous avez, de tout ce qui est l'explosion, évidemment, des maladies non communicables, chroniques, ou le chronic disease management, et le point d'attention de toute industrie qui travaille de près ou de loin avec la santé, je pense. Et c'est effectivement, c'est hyper intéressant pour la pharma, pour la société, parce que c'est des risques qui sont grandissants, qui sont sous-jacents aussi, qui dorment un peu. Justement, comment vous les appréhendez, comment vous les regardez, parce que est-ce que ça a un impact plus sur vous ou finalement plus sur la sécu seulement? Non, ça a un impact sur tout le monde. Le changement comportemental dans la santé, et pour toutes les industries qui sont de près ou de loin concernées par la santé, pour moi,
le pain point principal, le changement de comportement. Gros levier. Et le chronic disease management, si je le prends d'une perspective de risque, ne peut s'appréhender qu'au sein de quelque chose de plus large, qui est, comme je disais avant, le digital triage ou physical triage d'ailleurs. Hein. Et alors, je ne vous raconte pas les débats, c'est pour les marchés émergents, est-ce que c'est click and brick ou brick and click, ou est-ce que c'est d'abord en physique puis en digital ou inversement? Très bien. Néanmoins, il faut qu'à un moment donné, la personne, monsieur X, madame Y, ou l'inverse, comme on veut, si on veut être plus conservateur ou traditionnel, soit envoyé au bon moment, à la bonne personne, au bon prix. Bon, ça, c'est vraiment le triage et le journey. Mais une fois que ça a été dit, qu'est-ce qui se passe après? La vie de tous les jours. Exactement. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été diagnostiqué, qu'est-ce que c'est le chronic disease management? Est-ce que c'est de la prévention? Est-ce que c'est curatif? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'outcome? Est-ce qu'on peut espérer, dans certains cas, que ça aille jusqu'à soigner les personnes? Oui, bien sûr. Mais pour ça, c'est un travail nous empêcher de tomber malade. Voilà. Donc, c'est à la fois préventif et curatif. Mais ça veut dire qu'il faut rester en permanence en contact avec la personne. Ça veut dire qu'il faut être au bout du fil, au bout de la rue, au bout de l'écran. Dès son plus jeune âge, quoi. En tout cas, oui, ça c'est préventif. Et les assureurs, leur débat, c'est de dire est-ce que d'avoir une recommandation préventive ou du chronic disease management est quelque chose où on a notre place? Ouais. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, les assureurs connaissent leur métier et savent là où c'est pas leur métier. Ouais. Et en fait, ça fait vraiment partie du métier. Parce que ça fait ou ça ferait? Ça fait. Ça y est, on est vraiment rentré dans la prévention. On est vraiment rentré dans la gestion des maladies chroniques. D'abord par le biais de ce qu'on appelle l'employee benefit. L'employee benefit, c'est tout ce qui est lié à... Voilà, vous êtes dans une entreprise comme Nestlé, par exemple. AXA, alors je ne sais pas si AXA est l'assureur de Nestlé, si elle l'est sûrement, un bout, pas du tout, j'en sais rien. C'est pas du tout un truc commercial que je suis en train de dire, mais est-ce que AXA couvre les employés de Nestlé pour des sujets de complémentaire santé, donc de mutuelle, et souvent de prévoyance? Il y a aussi des éléments de prévoyance. N'importe quel employé est couvert par un assureur, par le biais de son entreprise. Bon. L'employee benefit, par nature, est inclusif, puisque on ne dit pas « Ah tiens, alors vous avez un profil santé, c'est substandard », ce qu'on aime bien dire, ce qui est un super mot. Un substandard health profile, c'est vraiment hyper inclusif et sympathique. Non, mais vous avez plusieurs comorbidités, donc vous avez beau travailler pour Nestlé, en fait, on ne va pas vous couvrir. Non, on couvre tous les employés, et justement, c'est le principe de la mutualisation. Donc, on a commencé tout ce qui est chronic disease management et prévention, curatif, changement de comportement, par le biais des employee benefits, donc par des cohortes, des gros groupes d'employés, parce que ça nous permet aussi de voir les changements, d'avoir du feedback anonymisé, mais au moins de comprendre comment les gens ont vraiment, est-ce qu'ils ont pris au sérieux, est-ce qu'ils ont suivi, est-ce que vraiment tous les jours ils ont fait leur piqûre d'insuline, est-ce que vraiment tous les jours ils ont mesuré leur tension, parce que quand même, sur le nombre de gens incroyables dans le monde qui ont de l'hypertension, qui est donc quand même la raison pour laquelle on fait une attaque cardiaque ou une décrasio principale, plus tard, ou un AVC, sur les centaines de millions de gens qui ont de l'hypertension, même pas 30% le savent. De ces 30%, à peine 40% le soignent. Alors que c'est très, très facile, non seulement à identifier, mais à soigner. On n'est pas en train de dire qu'on va aller soigner des maladies chroniques ultra compliquées. C'est vraiment, on est en train de dire hypertension, diabète. Revenir aux fondamentaux. Voilà, les trucs où on peut les identifier très vite et proposer des solutions très vite. Donc ça, on a commencé avec des cohortes d'employés et on commence doucement à le faire plus avec des individus qu'on couvre. Mais c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que c'est profil par profil. C'est pas pour autant qu'on ne le regarde pas vraiment de très près. Et le troisième pilier, donc c'est le triage, le wellness, bon endroit, bon moment, bon coup. Ensuite, c'est le chronic disease management, une fois qu'on a les résultats du premier. Et en parallèle de ça, c'est ce qu'on appelle, à nouveau, c'est pas très joli et ni très humain, mais le substandard health profile, health risk profile management, c'est-à-dire qu'on regarde de près qui sont les personnes qu'on exclut, non pas pour des raisons de revenus, ni pour des raisons d'occupation, qui sont les deux sources de vulnérabilité des personnes que moi je couvre avec AXA Emerging Customers,
ce qui est notre business, en fait, assurance inclusive pour le groupe, mais qui sont vulnérables et exclus que pour des raisons de santé. Parce que en Thaïlande, en Chine, au Mexique, on peut tout à fait être riche, employé, et néanmoins pas être couvert parce qu'on a... moins employé, parce que là, vraiment, on fait partie, et encore, je ne connais pas le système des employee benefits au Mexique, mais néanmoins, on peut avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue financier et pas être couvert d'un point de vue santé parce qu'on a trop de comorbidités. Ouais, après, c'est des choses qu'on retrouve même ici pour avoir un prêt ou des choses comme ça. Alors, c'est le seul cas en France. Hein. Le seul cas, c'est quand vous empruntez. Ouais. Sinon, l'industrie de l'assurance n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle du medical underwriting, donc de la souscription santé, quand on offre une assurance santé, une mutuelle, une complémentaire. Ça, on n'a pas le droit. On a le droit que dans le cas d'un emprunt et que dans le cas d'un emprunt qui est supérieur à 200 000 €. D'accord. Hein, parce que grâce au Crédit Mutuel, d'ailleurs, qui est absolument précurseur dans tous ces sujets d'inclusion et pour qui j'ai une admiration sans fin, parce que ce sont eux qui mettent vraiment le pavé dans la mare à chaque fois et qui ensuite sont vraiment suivis. Ils sont extraordinaires. C'est devenu loi. Donc, ça veut dire que si vous êtes un couple plutôt vulnérable, vous pouvez emprunter 400 000 € sans qu'il y ait de questionnaire médical. Et ça, c'est formidable. Est-ce que ça coûte quelque chose au Crédit Mutuel et aux prêteurs ? Oui, beaucoup. Mais c'est important de pouvoir le faire. Donc, la France, pour ça, est quand même assez extraordinaire. Alors, je peux vous dire qu'en Asie et en Afrique, on les fait, les questionnaires médicaux. Hein. Quand les gens viennent ici, ils sont vraiment très, très, très contents. Et quand vous voyez ce que plusieurs entreprises sont capables de faire, que ce soit la BNP avec Nickel, que ce soit à nouveau le Crédit Mutuel avec ce qu'ils ont créé, le dividende social, ce qui est extraordinaire parce que ce n'est pas que philanthropique. Il y a une partie qui est philanthropique, mais il y a une autre partie qui est liée à de l'investissement en fonds impact, il y a une autre partie qui est liée à la subvention d'action commerciale. Il y a vraiment un gros mouvement. Et tout ça, honnêtement, ça a beaucoup la santé à son cœur. D'accord. Oui, parce que c'est finalement le risque principal des gens. Et comment ça a émergé, en fait, pour revenir un peu en arrière, ou je sais pas, comment ça a émergé, en fait, le fait que tu portes ces sujets ici, surtout c'est quoi les réactions, en fait? Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour AXA d'arriver là-dedans? Doucement, on va arriver sur... pourquoi toi tu portes ça, mais déjà pour comprendre, oui, en fait, je veux dire, est-ce que la place était évidente à prendre, est-ce que c'est un combat à mener, parce que tu parles du Crédit Mutuel qui se bat, est précurseur là-dedans. Comment ça se passe, en fait, les changements de... Comment je pourrais le qualifier? C'était naturel pour le leader, qui était un visionnaire, notre CEO. Ok. Donc pour lui, ça posait, je veux dire, c'était obvious. Après, tout changement radical, parce que là, on est en train de dire que ce business a demandé à ce qu'on crée des nouveaux produits. D'ailleurs, énorme erreur que j'ai faite. Moi, au début, j'ai dit, du haut de ma candeur, pour ne pas dire naïveté, pour ne pas dire autre chose, j'ai dit, non, mais on va prendre des produits existants et puis on va les réduire. On va les faire plus petits, on va les mettre au four. Bon, maintenant, hein. Non, ça ne marche pas. Parce que les exclusions ne marchent pas, ce qui est couvert ne marche pas, rien ne marche. La durée du produit n'est pas possible, ne correspond pas. Donc, d'abord, ça a demandé à ce qu'on crée des nouveaux produits. Qui dit création de nouveaux produits, dit aussi et puis qui dit business à volume, parce que c'est des petites primes, ça reste un business à vocation profitable qui est profitable. D'accord. Qui a un objectif de double bottom line, profitabilité, impact social. Et donc, il faut que ça soit profitable aussi. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que c'était pas très compliqué, parce que on sait que c'est pas sustainable si c'est pas profitable. De base, ça demandait beaucoup d'efforts. Après, voilà, il fallait regarder le... Nouveaux produits, nouveaux process, IT opération, nouveaux clients qu'on ne connaît pas, nouveaux canaux de distribution. Et nouvelle expertise en interne. Bon, honnêtement, moi, toutes mes barrières, tous mes headwinds, comme on dit de manière plus diplomatique, diplomate, étaient internes. Mais c'est normal. Oui, bien sûr. C'est ultra normal. J'étais en train de dire, je veux créer un marché et innover. Si on m'avait dit en échange, tiens, tout est prêt,
Je suis pas sûre que ça aurait été une énorme innovation. Mais on attend que toi, tout est prêt. Voilà, on y a pensé à l'avance et on s'est dit c'est parfait, donc on a tout préparé. Bah non. Donc ça, mais en fait, je pense que un des facteurs clés de succès, c'est d'avoir l'appui du ou de la chef, quelle que soit l'industrie, ou des chefs à plume. Et puis l'autre facteur clé de succès, c'est de absolument pas accepter non comme la fin d'une conversation. Mais le début. Mais le début, non, même pas du début. Ça apparaît nulle part. Après, c'est une forme de résilience. Je pense qu'il y a une forme pour vivre heureux, vivons cachés, parce qu'au début, il faut un peu prouver. Il faut prouver, pas communiquer. Le français moyen, dont je fais partie, est quand même très connu pour son humilité et pas du tout pour son arrogance. Donc ça n'a pas du tout été compliqué à tenir mon équipe, à ne pas communiquer, etc. Non, mais plus sérieusement, il faut avoir cette humilité d'attendre de faire ses preuves et de même pas en avoir une fierté, parce qu'on peut pas en parler, quoi. Donc ça, il faut faire ses preuves et là, un peu étonner tout le monde. Mais être baqué quand même par les grands de ce monde, parce que s'il n'y a pas quelqu'un dans l'organisation qui sait quand même ce que vous faites, il y a un moment donné, alors on fait très attention à tout ce qui est lié à la data personnelle, au risque, etc. Mais je ne pas faire de fautes, mais je crois, pas faire de bêtises, grosses bêtises. Mais je crois quand même que c'est souvent mieux dans ces cas-là de demander pardon que la permission. Ah, j'aime bien. Et alors maintenant, je vous rassure, donc mon équipe, que je considère individuellement, chaque personne dans mon équipe, je pense, j'ai essayé de mesurer quantitativement, parce que ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Je pense qu'ils sont chacun individuellement 10 à 15 fois plus intelligents que moi. Et donc, ils viennent me voir quotidiennement pour me dire « on est désolé, ils me demandent tout le temps pardon, mais vraiment jamais la permission. » Ils ont été bien formés. Absolument. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'était ça, les facteurs clés de succès. Donc, ça veut dire faire les choses, les faire discrètement, essayer de bien les faire, et puis après, rendre des comptes ce qu'on peut. Ouais, mais il faut avoir une forme de conviction qui est parfois irrationnelle. Ah oui, j'imagine. Qui est complètement même irrationnelle. Parce que là, tu me racontes l'histoire une fois qu'elle est passée en expliquant qu'il fallait. Maintenant, j'ai beaucoup plus de rides qu'avant, par exemple. C'est l'intérêt du podcast, c'est qu'on les voit pas. C'est vrai que... c'est vrai que j'ai des rides. Ah non, ça empêche de dormir. Non, mais c'est vrai que c'est épuisant de tout le temps porter quelque chose. Il faut trouver des solutions en permanence. Ouais. Mais après, est-ce que ça, c'est pas le propre de tous les managers, de tous les leaders, je pense. La différence entre eux et les autres, c'est qu'il faut trouver des solutions tout le temps et une forme de solitude. Un peu. Oui, il faut trouver ses alliés, mais parfois, il n'y en a pas beaucoup. Non, on peut avoir des alliés, mais on est souvent seul face à certaines décisions. Face au choix, et surtout continuer d'avancer. Et prendre quand même certains petits risques. Un exemple? Qu'est-ce que j'ai comme exemple de prise de risque? De l'avoir lancé tout court. D'avoir demandé un budget qui n'était pas petit pour le lancer tout court, d'avoir cru que c'était quelque chose qui, assez rapidement, parce qu'en fait, on existe depuis 2016-2017. Depuis 2018, on est profitable. C'est rapide. Et en fait, si ça n'avait pas marché, alors, est-ce que c'est un gros risque, mais un risque personnel, parce que moi, j'ai 3 filles, il faut bien que mon mari et moi, on fasse, entre guillemets, bouillir la marmite. Donc, j'ai pris un petit risque personnel. J'ai pris un risque à recruter des talents extraordinaires sans vraiment savoir où je les amenais. Et puis, j'ai pris un risque en développant des produits et en me disant que ça n'allait pas créer un niveau de sinistre complètement ingérable pour l'entreprise. Alors après, même s'ils avaient demandé 3 fois le niveau de sinistre que les primes, c'était tellement petit au début qu'on ne peut pas dire que c'était un risque. Ça n'aurait même pas fait bouger le curseur, même pas fait lever un sourcil à notre CFO, je crois. Mais c'est des petits risques cumulés. Maintenant, on prend moins de risques en entrepreneur qu'en entrepreneur. Et moi, je suis très admirative des entrepreneurs. Je serais incapable de le faire. Ouais, parce qu'il n'y a pas le... C'est pas noyé quelque part, Il n'y a pas le safety net. Il n'y a pas de filet. On t'a construit, en fait, toutes ces convictions qui font que... pour toi, c'était un combat qui était... en fait, il n'y avait pas le choix, il fallait le mener. Oh oui, c'était un no-brainer. Alors, moi, je crois beaucoup que ce soit pour les entrepreneurs dont
j'espère faire partie, et où les entrepreneurs, à nouveau, il y a une forme de conviction qui est non seulement par moments irrationnelle, mais qui est fondée sur son expérience de vie, pas nécessairement sur ses diplômes ou sur son expertise professionnelle, mais sur ce que vos parents vous ont aidé à devenir, ce que vos grands-parents vous ont aidé à devenir, ce que vos amis vous ont aidé à devenir, ce que vos ennemis vous ont aidé à devenir. Et quand il y a des personnes qui viennent me voir et me disent, voilà, on veut sauter le pas, on fait ça comme métier, on veut en faire un autre. Et moi, en fait, c'était mon cas parce que j'étais pas du tout dans le business. Avant, je m'occupais de la com externe du groupe. Et avant ça, je travaillais dans la gestion d'actifs. Donc, autant vous dire, ça n'avait rien à voir. Et je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'il y ait un pont. Oui. Enfin, et après, avant ça, j'étais dans le conseil en stratégie. Mais il faut qu'il y ait un pont. Il faut qu'il y ait quelque chose que vous apportiez, que personne d'autre peut apporter, ou peu de gens. Et dans mon cas, c'est parce que tel Obélix dans la potion magique, moi, je suis tombée dans la potion du développement grâce à mes parents. Mon père a été assistant secrétaire général, a été toute sa vie PNUD au UNDP, United Nations, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, ce qui fait que je suis née au Sénégal, sur l'île de Gorée, un côté presque de destin. Et puis ensuite, j'ai passé ma vie dans les pays émergents, Afrique, Asie, Moyen-Orient, pas Amérique latine. Et donc ça rentre dans votre ADN. Et vous avez vu tous les jours comment les gens vivent. Parce que pour le coup, mes parents n'ont pas beaucoup de défauts, énormément de qualités. Et l'une de leurs qualités, c'est qu'ils ne m'ont pas éduquée avec une cuillère ni d'argent, ni d'or, ni même de bronze dans la bouche. Et donc, on a été en permanence confrontés aux situations de vulnérabilité. On avait énormément d'amis autochtones, si je puis dire. Et donc, cette prise de conscience, en plus, les projets que faisait mon père. Par exemple, j'ai un père qui a énormément travaillé pour les femmes dans son métier à un moment où personne n'en parlait. Maintenant, ça paraît complètement évident. Mais dans les années 70 et 80, dire en fait, il faut faire des programmes de développement pour l'égalité des hommes et des femmes parce que dans beaucoup de pays, en fait, c'est majoritairement les femmes qui travaillent. Et ben moi, je suis assez fière de lui de ce côté-là. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si je pense que si AXA m'a donné cette chance et a cru en moi et m'a fait confiance, c'est peut-être un peu inconscient, prise de risque. Mais c'est aussi parce que juste avant, j'avais développé une idée, un rapport, une analyse, et puis ensuite, on a commencé à le mettre en œuvre, et puis après, j'ai donné le bébé à quelqu'un d'autre, mais qui était sur le fait que les femmes, de manière générale, avaient été complètement ignorées par l'industrie de l'assurance. Riches, pauvres, blanches, noires, grosses, maigres, africaines, latino-américaines, complètement ignorées. Alors, et je me souviens quand j'avais été voir les grands chefs à plumes pour mettre en avant mon idée, il m'avait dit, c'est super, ton idée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un blog sur l'intranet. Donc là, c'était l'échec. D'accord. On va pas se mentir, c'était... je me suis dit que j'avais pas réussi à convaincre. Hein. Ouais. Et c'est moi qui n'avais pas été convaincante. Ouais, reste un petit peu caché. Non, mais sur les femmes, c'est intéressant comme exemple, parce que c'est... Et d'un point de vue santé, beaucoup aussi. Hein. Et en fait, c'est parce que j'avais fait comprendre que ce que je cherchais à couvrir, c'était la femme en tant que femme, et pas la femme en tant que preneuse de décision. Et là, de la même façon, parce que finalement, on n'a pas tenu compte dans l'industrie de l'assurance, maintenant oui, du fait que les femmes étaient maintenant éduquées, à la tête de patrimoine, chefs d'entreprise, preneuses de décision dans leur maison, surtout en ce qui concerne le risque. Ça, on n'en avait pas tenu compte. Je ne vous dis pas que les produits doivent être différents, mais en tout cas, la façon de les expliquer et de les rendre accessibles et pertinents aux femmes, si, c'est probablement un peu différent. Et donc, pour en revenir à ça, je pense que sincèrement, c'est mes parents qui m'ont donné le virus, si je puis dire, hein, même si c'est un mot moins utilisé en ce moment, dans ce sens-là, de l'impact social, je crois. D'accord, dans les gènes. Il faut que quelque chose vienne d'ailleurs, quoi. Oui, donc des ponts. Ouais, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment que émotionnel, je crois. Hein. Parce que dans les moments où ça ne marche pas, il faut se rattacher à vos convictions et à vos croyances. Merci Garance. Ah mais non, mais je vous en prie Nathalie. Merci pour cet échange. Je crois que ça fait beaucoup de bien d'avoir un peu une vision complètement différente de ce qui se passe dans le monde, d'avoir des manières de penser différentes et surtout non seulement pour apprendre, mais aussi comprendre et donner envie en fait de se dépasser aussi parfois pour
On n'est qu'au début du parcours, encore. Oui, bien sûr. On a l'impression, donc s'il y a des personnes qui qui ont des idées et qui ont envie de se joindre à l'aventure, c'est vraiment avec plaisir. Je pense qu'on est à 1% du parcours, parce qu'en fait, il faut couvrir entre 4 et 5 milliards de personnes qui ne le sont pas dans le monde, donc venez nous rejoindre. Wow. Rejoignez Garance. Merci Garance, à bientôt. Merci beaucoup Nathalie. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!